1,2 million, c'est le nombre de Français qui se sont lancés dans l'aquariophilie d'eau douce en 2025. Bah, déjà, bienvenue à ces 1,2 million de personnes dans cette passion de fou. Ce chiffre montre une chose. L'aquariophilie, c'est pas mort. Un kit d'aquarium, du sable, des pierres, des plantes. On attend un peu, on met des poissons et c'est parti pour un bel aquarium planté au milieu de son salon. Mais si je te disais que l'aquarium planté, ce n'est que 1% de l'aquariophilie. Ouais. Est-ce que tu connais les paludariums, les chalots, le récifal, la sélection, les crevettes, les poubellariums? Non? T'inquiète, t'inquiète. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout ça. Déjà, on va commencer effectivement par l'aquarium planté. C'est un peu la base de l'aquariophilie. C'est par là qu'on commence. C'est là qu'on accède, entre guillemets, pour la plupart des gens, à l'aquariophilie. Donc, d'une trentaine de litres pour des kili, bêta, à plusieurs centaines pour des bacs communautaires. L'aquarium planté, c'est la base. Comme je disais, un aquarium, un filtre, une lumière, un chauffage, du sable, des plantes. On peut mettre un peu de décor. Et quand je parle de décor, c'est des pierres et des racines naturelles. Du coup, dans les aquariums plantés, mais pas que, et ça on le verra plus tard, il y a plusieurs formats. Donc, on connaît l'aquarium rectangle de base, l'aquarium cubique, mais il y a aussi le shallow. Et le shallow, ça c'est mon kiff, c'est mon délire. Cet aquarium-là, par exemple, il est shallow. Pas beaucoup, mais il est quand même un peu shallow. Shallow, en gros, c'est peu profond en anglais. Ça veut dire qu'on a un bac qui a une hauteur inférieure à ce qui se fait d'habitude. Donc ça peut être très très bas. Donc on a une espèce, en fait, ça représente, ça fait un peu style lagon, étang, petit bassin en fait. Généralement, c'est des bacs qu'on aime bien admirer d'en haut aussi, parce que la hauteur d'eau n'est pas très, très importante. Et les bacs shallow, vous voyez des exemples à l'écran, c'est juste trop stylé. L'avantage avec les bacs shallow, c'est que les plantes peuvent plus facilement être en émergé. Et ça, c'est vraiment stylé, parce que la plante a une partie en immergé et l'autre partie en émergé. Là, dans ce bac-là, on peut le voir. J'ai mes Ludwigia qui sont en émergé et en immergé. Et c'est trop stylé. Quand ça commence à vraiment sortir, c'est trop cool. En parlant de plantes émergées, ça fait une transition toute faite pour le paludarium. Donc le paludarium, c'est quoi? C'est une partie émergée, une partie... pas facile à dire. Une partie émergée, une partie immergée. Donc hors de l'eau, dans l'eau. Le paludarium, c'est un peu une représentation d'un biotope tropical humide en règle générale, où on peut avoir aussi une cascade qui fait que on a une partie terrestre, c'est une partie, donc ça représente ouais, des cascades ou des bords de rivières, etc. Donc ça devient de plus en plus courant, c'est assez stylé. Et l'avantage en fait, c'est qu'on peut mettre aussi des animaux terrestres, ou en tout cas semi-terrestres, par exemple comme des crabes, Geocésarma, donc des petits crabes qui vont pouvoir aller dans les deux. On peut aussi mettre des amphibiens comme des petites grenouilles qui vont bien apprécier le taux d'humidité, et même des petits lézards comme des phéles humains, etc. Et dans la partie immergée, on peut mettre des crevettes, des poissons. C'est tout un écosystème un peu amazonien, tropical. D'ailleurs, je disais le paludarium, ça représente un peu un biotope. Bah, du coup, passons au bac biotope. Donc les bacs biotope, c'est quoi? Donc en général, le bac biotope, c'est une représentation d'un petit bout de nature ou d'écosystème qui existe vraiment. On essaye de reproduire avec le plus de fidélité ce qui existe dans la nature. Par exemple, les plus connus, c'est les biotopes amazoniens, le fameux Blackwater. Donc une eau noire en fait qui est créée par le fait qu'il y a beaucoup de feuilles qui se décomposent, qui font du tanin, mais aussi des racines qui tombent dans l'eau qui font du tanin et que l'eau est plus noire. Donc on a le Blackwater en amazonien, donc avec les poissons qui vont avec, souvent des néons, tétranéons, des cardinalis. On peut aller sur tout ce qui va être pléco, ancistrus, des poissons hachette, des otocinclus. On peut aussi mettre des cyclidines, sapistogramma, des ramirezi. Et pour les grands bacs, on va plutôt mettre des poissons comme des scalaires ou des discus. Au niveau des plantes, souvent les gens dérogent un peu là-dessus parce que les plantes c'est un peu galère. Mais pour rester biotope sous les plantes amazoniennes, par exemple, on va être sur de la Phyllanthus fluitens ou des Echinodorus. Après, sur les biotopes, on n'est pas très souvent sous les plantes, on est plus sur le côté racines, berges, roches, enfin, ce qui représente vraiment le côté biotope. Après, on a d'autres, il y a des gars qui se
spécialisent dans des biotopes un peu plus exotiques. Donc là, je vous montre quelques exemples de biotopes où ils vont aller chercher, par exemple, du nord-américain ou des lacs européens, etc. Et dans les biotopes, il y en a un on n'y pense pas, mais au final, c'est un bac biotope, c'est les bacs de lacs. Le plus connu, c'est les bacs de lac Malawi ou les bacs de lac Tanganyika. Donc le Malawi, c'est quoi? Le Malawi, c'est un gros bac. C'est un peu le bac des tontons, tu vois, un peu le bac des anciens. Les anciens, ils avaient toujours des bacs comme ça. Tu as un aquarium de quasi 400 litres avec que des pierres et des poissons d'une couleur, mon gars. T'as l'impression que c'est un aquarium récifal tellement les poissons, ils sont colorés, en fait. Et ça, c'est des bacs Malawi. Et à côté, on a les bacs Tanganyika avec les fameux poissons conchilicoles, donc des poissons qui se cachent dans les coquillages. Donc aussi toute une variété d'autres cyclidés du coup africains. Là où les bacs amazoniens et les bacs asiatiques, ben, on fait le plus souvent des bacs communautaires. Sur les Tanganyika, voire même le Malawi, on va essayer de faire des bacs assez spécifiques parce qu'on a des espèces qui vont pas forcément s'entendre ensemble ou qui n'ont pas forcément les mêmes besoins en termes de courant ou en termes d'auteur d'eau, etc. Et puis, ça reste aussi des poissons qui sont assez territoriaux. Souvent sur des bacs spécifiques et du coup, là, on va passer aux bacs spécifiques. Donc les bacs spécifiques, ce sont des bacs où on maintient une seule et unique espèce. On va les maintenir seuls, comme le chana, ou des bêtas, en couple, comme un couple de cyclidés amazoniens, en apisto, etc., ou des kilis, en harem aussi. Bah, comme des kilis aussi, les kilis peuvent vivre en harem, ça dépend des variétés. Ou sinon en groupe. Les poissons conchilicoles, par exemple, souvent on va essayer de les mettre en spécifique dans des bacs. C'est ça les bacs spécifiques, c'est une seule espèce dans le bac. On peut avoir des petits escargots pour manger les algues ou des crevettes si ça s'entend bien, mais pas d'autres poissons pour éviter. Justement, les bacs spécifiques, c'est soit pour des poissons craintifs, soit pour des poissons un peu trop sauvages, un peu trop agressifs. On peut avoir des risques de prédation d'un côté comme dans l'autre. Ou alors, on fait des bacs spécifiques pour de la reproduction et de la sélection. Du coup, les bacs spécifiques peuvent être aussi à des fins de reproduction et de sélection. L'exemple le plus parlant de sélection et de reproduction, c'est les crevettes. Les crevettes Neocaridina et les crevettes Caridina. Pour faire simple, Neocaridina, je fais très très simple, très très basique. Ça peut être un peu plus compliqué que ça, mais Neocaridina, c'est des crevettes faciles d'entretien sur un sol neutre et de l'eau du coup binaire entre guillemets. Les caridina sont un peu plus compliqués sur du sol technique avec de l'eau osmosée, etc. Donc les crevettes depuis ces dernières années c'est un vrai phénomène. T'as des crevettes, des fois c'est une crevette c'est 40 € sur certaines sélections. Que justement ils sélectionnent, les laissent en spécifique parce que si tu laisses plusieurs couleurs, plusieurs morphes ensemble et qui s'accouplent, ça peut faire des crevettes grises. Par exemple, on a une crevette jaune, une crevette bleue, on se dit, si on les met ensemble, ça fait du vert. Non, ça fait du gris. Donc, pour le coup, on les maintient en spécifique, on fait des sélections et la reproduction. Et puis, même en bac communautaire, on évite de les mettre parce que ça reste des pois. Les poissons, ça mange des crevettes. Donc, on les garde en spécifique aussi pour ça. Et du coup, en parlant de reproduction, de sélection, sur les poissons, on a la même chose. Sur les discus, sur les ramirezi, on va avoir aussi les guppies qui sont très très facile à reproduire, donc plus ou moins facile à sélectionner pour avoir certains patterns. On peut voir que là, entre le guppy de base et le guppy qu'on a aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, justement via la sélection. Et puis on a aussi le fameux molly ballon. Merci Toupette pour le molly ballon. Franchement, au début, je trouvais ça dégueulasse, mais j'avoue que le molly ballon, c'est quand même stylé. Il y a des patterns, il y a des morphes, il y a des couleurs qui sont vraiment stylées. Je trouve que c'est des poissons qui sont assez beaux et esthétiques en fait. Et d'ailleurs, Toupette, donc Tanguy Toupette, il les maintient en extérieur, dans des pots en terre ou dans des pots en fait. Et ça, on pourrait assimiler ça à des poubellariums. On va passer justement au poubellarium. Poubellarium, c'est quoi? En gros, c'est une poubelle. Tu mets du sol, des plantes, de l'eau. Tu laisses la magie un peu opérer et après tu mets tes poissons. Et en général, tu mets ça en extérieur. Ça va créer tout un écosystème qui va s'auto-alimenter parce que les insectes vont pondre, les poissons vont manger, les poissons vont faire caca, le caca va être transformé en engrais pour les plantes et ça crée son petit écosystème comme ça, plus ou moins équilibré. Donc c'est ça un poubellarium, c'est
une poubelle ou un pot en terre. Par exemple, les Japonais, ils le faisaient dans des petits pots en terre pour des médakas. Les médakas, c'est des tout petits poissons qui vivent en rizière, donc dans très très peu d'eau, et qui sont assez adaptés justement pour vivre dans des pots en terre, avec quelques plantes posées sur le balcon ou sur la terrasse. Du coup, bah, ça mange les moustiques, ça régule les insectes. C'est assez stylé du coup comme concept. Le truc en France, c'est que son poubellarium, en fonction de la variété qu'on met, mais en général on met des guppies là-dedans, bah, il faut le rentrer en l'hiver. Ça peut passer l'été, fin de printemps, début d'automne dehors, mais vite fait, il va falloir le rentrer parce que, ou rentrer les poissons, parce qu'ils sont pas adaptés à l'eau froide. Mais du coup, quels poissons on peut laisser dehors? Et comment on les laisse dehors? Bah là, c'est les poissons rouges. Les poissons rouges, eux, sont adaptés à l'eau froide. Et les poissons rouges dans des bassins. Donc, on va passer au bassin. Ah, les bassins, les bassins. Un jour, j'aurai un bassin, en fait. Non, un jour, j'aurai des bassins. J'aurai un petit bassin, une rivière, un gros bassin. C'est mon rêve, my dream. Les bassins, c'est trop cool, c'est trop stylé. On peut avoir le petit bassin avec bah, des poissons rouges, des médakas, des tagnictis aussi, jusqu'au gros gros bassin, bien sûr, avec les carpe koi, la fameuse carpe koi, iconique, poisson iconique. Il y en a qui s'en font des tatouages sans même avoir le poisson. Là, on va passer aux prédateurs. Les bacs à prédateurs. En Europe, on est un peu moins là-dessus. Mais aux États-Unis, en Asie, les mecs, c'est des tarés des poissons prédateurs et des bacs à prédateurs. Donc, quand je dis prédateurs, ça va être des piranhas, des arowanas, des poissons-chats, des peacocks basses et des raies, notamment la fameuse pot- potamotrigon, ou même bah, des tortues. Bah, en parlant de tortues, parlons des autres animaux qu'on peut maintenir et élever en aquariophilie. Donc on a bien sûr la tortue, les crabes, les écrevisses, les escargots et le fameux Pokémon Shiny, l'axolot. L'axolot, pour moi, c'est de l'aquariophilie, même si c'est pas un poisson. Et du coup, on a aussi bah, des étoiles de mer, des Bernard l'ermite et aussi des coraux. Ouais, les coraux. Parce que les coraux, en fait, c'est des animaux. Ce qui nous fait une magnifique transition, en fait, bah, les bacs marins. Donc en bac marin, on a surtout deux grosses tendances. C'est le fish only. Et ce qui se faisait beaucoup à l'époque, bah, les tontons justement, ils avaient le bac marin avec que des poissons dedans, donc du fish only, couvert des zébrasomas, des chirurgiens, donc hépatus. Mais de plus en plus, maintenant, ce qui est à la mode, c'est le récifal. Pour produire un écosystème de récifs avec de la pierre vivante et des coraux et des petits poissons qui vivent sur ces coraux. Donc en coraux, on va surtout retrouver des Oronthus, du Xenia, de l'Euphilia ou du Motipira en coraux durs. Et les petits poissons qui vont vivre à côté, on a le Nemo, le fameux poisson clown, Amphiprion ocellaris. Et on va avoir des petits gobies. Justement, une belle symbiose qu'il y a, c'est le goby avec la petite crevette. Puis il y a aussi d'autres animaux, bah, comme les étoiles de mer, les Bernard l'ermite, les escargots, puis toute la microfaune. On a aussi des sabelles. On a plein d'animaux en fait assez différents et justement qui sont utiles pour le maintien de l'écosystème en aquariophilie marine. Et d'ailleurs, il y a aussi le chalot. Chalot qu'on avait en eau douce, mais chalot qu'on a aussi en aquariophilie marine. Et les chalots en aquariophilie marine, comment t'expliquer que c'est une dinguerie, c'est trop beau, c'est trop stylé. Et en autre chose qui se font en marin, on a l'aquarium à méduses. Puis on a aussi l'aquarium à hippocampe. On n'y pense jamais, mais on peut maintenir des hippocampes en aquarium. Ouais, c'est assez stylé, je trouve. Ça fait déjà beaucoup là, en fait. Donc, tu vois, l'aquariophilie, au final, c'est pas que son bac planté. Il y a beaucoup de choses à explorer. Dans la passion, il y a plusieurs passions. Donc, on a fait un beau tour. Mais là, tu te dis, ah, je crois qu'il n'a pas parlé d'un truc. Et comme pour finir, pour boucler la boucle, là, on va parler du boss final de l'aquariophilie d'eau douce. L'aquascaping, c'est vraiment le boss final, en fait. L'aquascaping, c'est
l'exigence, c'est le défi, c'est le détail, c'est la technique, la maîtrise, la créativité, l'art, la patience, l'excellence et la compétition. Ouais. Parce que l'aquascaping, en fait, c'est pousser au maximum tous les potards, en fait. Des filtres surdimensionnés, des aquariums avec des vitres ultra clairs, des lampes WRGB qui coûtent un bras, des systèmes CO2 qui coûtent aussi un bras et qu'il faut gérer, des cannes de rejet en verre, même la canne du système CO2 est en verre ou en inox, et aussi de l'engrais, du sol technique, des plantes plus exigeantes. En fait, c'est se mettre dans la merde, en fait, littéralement. Mais par contre, le résultat, il est sans pareil. Les bacs aquascaping, c'est trop beau. Ce qui m'a fait replonger dans l'aquariophilie, c'est l'aquascaping. Donc actuellement, j'en pratique pas parce que déjà, ça coûte cher et parce qu'il faudrait de la place, etc. Et que moi, en vrai, me faire des bacs comme ça et voir mes poissons, je kiffe déjà très bien. Mais j'avoue que peut-être qu'un moment, je vais me lancer là-dedans et que mon objectif ultime, et ça c'est l'objectif ultime de tous les aquascapers, et si un aquascaper te dit non, non, moi je fais ça juste pour le kiff, etc. Non, c'est un mytho, tu mens frère. L'objectif ultime de tout aquascaper, c'est l'IAPLC. C'est THE concours d'aquascaping. C'est le concours mondial en fait d'aquascaping. Rien que d'être dans le top 100, c'est déjà très très stylé. Être dans le top 10, hallucinant, mais quand tu es numéro 1, bah, de toute façon, je vais arrêter de parler et je vais te montrer les gagnants de ces dernières années. D'ailleurs, il y a un Français qui a gagné et je te montre son aquarium en dernier. Bon ben voilà, on a fait un tour quasi complet de l'aquariophilie. J'ai sûrement oublié quelques petits trucs, forcément. Donc, bah, si c'est le cas et que s'il y a ton truc, ta thématique, ton délire que j'ai oublié, bah, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Et d'ailleurs, mettez en commentaire, bah, vous êtes quel team? Tout simplement. Team crevette, aquascaping, paludarium. Moi, je sais que j'ai été dans pas mal de teams. Donc, let's go me dire. Et puis, si t'as kiffé la vidéo, on est sur YouTube. Tu connais le truc. S'abonner, pouce bleu, commentaire. Ciao!